Notre continent, précisément la sous-région ouest africaine, a connu 4 coups d'État en l'espace de 2 ans. D'abord le Mali, ensuite la Guinée, Conakry, puis s'en suivront le Burkina Faso et le Niger. Pour moi qui suis encore de la trentaine, je pourrais dire, étant un grand engagé de la cause africaine, que notre continent est en train de vivre un moment historique, une noble marche vers la libération et la souveraineté. Mais d'autres personnes, probablement de la soixantaine, semblent assister à du déjà-vu. Ce sont eux qui parlent du retour des militaires au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Et comme l'histoire laisse toujours des traces, la consultation des archives nous laisse sans voix. Il y a de cela une trentaine d'années, l'Afrique vivait les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes motifs de quête de souveraineté, de lutte contre l'impérialisme qui avaient poussé les militaires à prendre le pouvoir. Le Togo, le Ghana, le Bénin, le Mali, Niger, Burkina Faso, tous ces pays ont comme aujourd'hui acclamé l'arrivée des hommes en treillis au pouvoir. Ils avaient placé tout leur espoir en eux, car ils étaient des messagers ou même des messies, d'une nouvelle ère bien sûr. Mais plus de 30 ans après, l'histoire semble se répéter. Nous crions aujourd'hui victoire et érigeons en héros nos vaillants soldats qui chassent des impérialistes, des présidents véreux et corrompus à la sorte de l'impérialisme et des puissances étrangères. Toutefois, nos aînés, ayant déjà été mordus par le serpent pour avoir connu l'échec cuisant des coups d'État en Afrique, osent nous appeler à la prudence. Il serait donc judicieux de leur poser la question « Qu'est-ce qui n'avait pas marché ?» Nous ne sommes pas dupes. Il faut apprendre des erreurs du passé pour avancer. La plupart des putschs de l'époque étaient des putschs où on renversait des personnes qui étaient choisies par le peuple. Les personnes qui auraient dû être effectivement au pouvoir ont été très souvent renversées violemment. Par qui? Par très souvent des militaires qui étaient issus du système colonial et qui étaient, si vous voulez, encadrés, financés, encouragés par l'ex-colon. C'est comme ça qu'on a eu le cas du Cameroun. Même si Ouniobé n'a pas été président, il reste quand même un leader charismatique qui a été évincé. Vous prenez le cas de Barthélemy Boganda, qui disparaît sans que l'on comprenne. Vous prenez le cas du Togo avec Olympio. Vous prenez le cas de... Ils sont plusieurs. Vous prenez le cas même de Nkrumah qui se fait renverser. Vous prenez... Il y a énormément de cas. Vous prenez Modibo Keïta. Modibo Keïta qui se fait renverser par Moussa Traoré. Il y a énormément de cas. Vous prenez... Ils sont nombreux dans entre les années 60 et 70 à avoir été renversés, tout simplement parce qu'ils avaient une projection pour leur pays et qu'à un moment, ils ont osé assumer un ras-le-bol. Donc le ras-le-bol, l'énoncé du ras-le-bol n'est pas nouveau. Ce qu'on a pu constater à la dernière assemblée de l'ONU où tout le monde crie le ras-le-bol n'est pas nouveau. La seule différence, c'est que ceux qui crient le ras-le-bol dorénavant ne sont pas assassinés comme il était à l'époque. Ça aurait été à l'époque, il n'y aurait pas eu tous les ressorts de la communication, qu'il y a un bon nombre de personnes qu'on aurait inversées. Je ne crois pas que je sais pas, un monsieur Niamsi, un monsieur Seba, une Yamb ou même un monsieur Noubokpo aurait pu continuer dans la même dynamique qu'ils ont maintenant si c'était dans les années 60 ou 70. Il y a longtemps qu'on les aurait traités de communistes, comment dirais-je, d'extrémisme, et ainsi de suite, et qu'en douce, peut-être on les aurait éliminés. C'est un peu la différence. Mais là, mettons que ce que les gens espèrent des coups de force actuels, c'est qu'ils réactualisent les choses et qu'ils donnent la possibilité de construire une nouvelle Afrique. C'est l'Afrique qui a été refusée aux populations africaines au sortir des années 60. Lorsque on s'est arrangé à tripatouiller les élections, lorsqu'on s'est arrangé à réprimer les mouvements de contestation, lorsqu'on s'est arrangé à couper les têtes qui avaient quand même réussi à prendre le leadership de leur pays. Et là, par exemple, nous sommes Togolais, c'est le cas, par exemple, de Sylvanus Olympio. Au Mali, le récent report des élections présidentielles prévues pour février 2024 fait bouger les méninges. Appelons les choses par leur nom. Ce report a créé un débat et même un doute dans l'esprit de plus d'un.
pour certains qui voyaient depuis toujours le coup d'État opéré par le colonel Assimi Goïta comme une mascarade, ce report n'est juste qu'un prétexte, une manière, voire une ruse pour le régime militaire de se maintenir au pouvoir. Mais pour les Maliens, dans leur plus grande majorité, l'essentiel avant l'agréable, c'est-à-dire la sécurité avant les élections. En Guinée-Conakry, la transition du colonel Mamadi Doumbouya a du plomb dans l'aile. Au sein même de sa population, on dénonce sa gouvernance et les marches de protestation ont déjà été réprimées par les forces de l'ordre. Le Burkina Faso, le jeune Ibé, n'a pas la bénédiction de tous ses frères d'armes. Depuis la caserne, les rumeurs circulent. Il pourrait subir le même sort que ceux qu'il a réservés à ses prédécesseurs, ou notamment à son prédécesseur, le colonel Paul-Henri Damiba. Et même au sein de la population burkinabé, les voix dissonantes se font entendre au jour le jour. On accuse le jeune capitaine d'avoir des intentions de se maintenir au pouvoir. Au Niger, le général Tiani, accusé d'avoir opéré un coup d'État, voyant que le président Bazoum voulait l'éloigner des affaires sécuritaires du pays. Sans doute, on lui reproche la même chose, le désir de se maintenir au pouvoir. Ces accusations sont-elles fondées? Y a-t-il un risque que ces militaires refusent de quitter le pouvoir? Alors, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que pour moi, on a eu ces dernières années plusieurs coups d'État, mais pour moi, les coups d'État ne se ressemblaient pas. On a eu des coups d'État qui étaient beaucoup plus acceptés que d'autres. On a eu des coups d'État même qui ont été adoubés. Par exemple, pour moi, le coup d'État au Tchad ne ressemble absolument pas à ce qui s'est passé au Gabon, ne ressemble pas à ce qui s'est passé en Guinée, il ne ressemble pas à ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et voire au Niger. Et donc, la grosse question est quelle est l'idéologie, en tout cas à mon sens, quelle est l'idéologie maîtresse de ceux qui portent le coup d'État, le groupe qui porte le coup d'État, quelles sont ses projections? Dans quelle mesure vont-ils rebattre les cartes? Dans quelle mesure vont-ils, comment dirais-je, encadrer la succession, disons, la suite de la gestion de l'État? Le gros questionnement, il est là. Parce que quoi qu'on en dise, que l'on partage ou pas le phénomène, le ras-le-bol des populations est certain. Il n'a pas été nié, quels qu'en soient les cas, que ce soit en Guinée, que ce soit au Gabon, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, il n'a pas été nié. Il n'a absolument pas été nié. Même au Tchad, sauf que dans le cas du Tchad, les populations se sont soulevées contre le fait qu'on maintienne un diktat en place. Et cela a été réprimé. Donc, le défi, ça va être vraiment ce groupuscule-là, qu'est-ce qu'ils incarnent? Parce que, oui, les populations ont accepté le bénéfice du doute, donc d'une certaine manière, ils ont une légitimité. Leur défi, ça va être qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et malheureusement, les cas ne sont pas les mêmes, à mon sens. Les cas ne sont pas les mêmes. La latitude que l'on a accordée, par exemple, à M. Oligui au Gabon, n'est pas la même latitude qu'on accorde, par exemple, au Burkina et au Mali. Étonnamment. La latitude qu'on a accordée au fils d'Ebi au Tchad, alors même qu'il y a eu répression après qu'ils prennent le pouvoir, n'a absolument rien à voir avec la latitude que l'on a envers au Niger. Absolument pas. La flexibilité que l'on a envers la Guinée n'est pas accordée, par exemple, à mon sens, au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, il y a, si vous voulez, des questions géostratégiques. Et puis, je pense qu'au niveau des leaders, il n'y a pas les mêmes projections. Il n'y a pas le même historique. Il n'y a pas les mêmes appuis. Il n'y a peut-être même pas le même groupe autour, c'est-à-dire de la même équipe. Et donc, l'avenir nous dira, comment dirais-je, ce qu'il adviendra. Maintenant, après, ce que moi je dis souvent, je dis, il n'y a pas à opposer les molaires et les canines tant que ça va dans le sens de la mastication. C'est-à-dire, tant que le peuple y trouve son compte, c'est bon. Au moment où le peuple n'y trouvera pas son compte, il faudra passer à autre chose, irrémédiablement. Au regard de ce qui précède, nous pouvons tout simplement conclure que bien malin qui pourra véritablement prédire l'issue de toutes ces situations que nous sommes en train de vivre.
Une chose est sûre, les coups d'État se suivent et ne se ressemblent pas. La moindre des choses que nous pourrions dire, c'est le wait and see, comme le disent souvent les Anglais.